Salam alaikum. Ramadan Mubarak Karim. On va continuer notre cours qu'on a commencé la dernière semaine sur les espaces vectoriels et on est arrivé au deuxième paragraphe sur les sous-espaces vectoriels et on s'est arrêté à cette proposition qui nous dit pour qu'un ensemble inclus dans un espace vectoriel E soit un sous-espace vectoriel de E, il suffit que 0 de E appartienne à F et que, quel que soit alpha bêta dans K, quel que soit UV dans E, dans F, alpha U plus bêta V appartiennent à F. On s'est arrêté là. Je vous ai dit, on avait presque démontré ça oralement, mais ce n'est pas un problème de répéter cette démonstration. Si F est un sous-espace vectoriel, alors il contient 0. C'est évident. Montrons ça. Si vous prenez alpha et bêta dans K et UV dans F, puisque F est un sous-espace de E, alors alpha U appartient à F et bêta V appartient à F. C'est la stabilité de la loi externe. Et de même, puisque F est un sous-espace vectoriel de E, il est stable pour la somme, pour l'addition. Donc, on obtient alpha U plus bêta V appartient à F dans ce sens-là. La réciproque. Supposons que F satisfait ces deux conditions et montrons que F est un sous-espace de E. D'abord, il contient 0. Cette condition n'a pas changé. Très bien. Pourquoi cette condition? Et il nous donne les deux conditions, la stabilité de la loi plus dans F et la stabilité de la loi externe. Supposons qu'on a ça. Si, quel que soit U, V dans F et quel que soit alpha bêta dans K, alpha U plus bêta V appartiennent à F. Pourquoi il y a stabilité de la somme? Qu'est-ce qu'il suffit de prendre pour alpha et bêta? Voilà. En particulier, puisque c'est vrai, quel que soit alpha et bêta dans K, et j'ai besoin seulement de alpha égale à 1, bêta égale à 1. Donc, j'obtiens ceci, d'où la stabilité de la loi plus. Maintenant, pourquoi la stabilité de la loi externe? Je veux seulement alpha U appartient à F. Il suffit de prendre bêta égale à 0 ou bien V égale à 0, sachant que V égale à 0, il est dans F. Vous avez plusieurs possibilités. Ensuite, quand vous avez alpha dans K et un vecteur dans F, il suffit de prendre, par exemple, alpha U. Je prends 0 ou n'importe quoi en prenant un élément de F ici. Ou bien vous le prenez 0 aussi, c'est pas un problème. Donc, alpha U appartient à F. Voilà, c'est équivalent pour que ce soit un sous-espace vectoriel. Avant de donner des exemples, une remarque. On n'a pas seulement cette condition avec deux vecteurs, mais avec plusieurs vecteurs. Si F est un sous-espace de E, alors on peut généraliser cette condition à deux vecteurs en une condition à n vecteurs quelconque. Quel que soit un entier n, quel que soit des scalaires alpha 1, alpha n dans K, et quel que soit U1, UN dans F, qu'est-ce qu'on peut écrire? La généralisation de ça, alpha 1, U1, plus alpha 2, U2, plus alpha 1, UN, appartiennent à F. Comment on démontre ça? Par récurrence, elle est très facile. Elle est déjà vraie pour n égale à 1. C'est la stabilité de la loi externe. Elle est vraie pour n égale à 2.
supposons qu'elle est vraie pour n, montrons qu'elle est vraie pour n plus 1. Écrivez toutes ces choses-là pour travailler chez vous, comme je vous ai déjà conseillé la dernière fois. D'accord? On ne peut pas écrire toutes les choses, sinon on va rester seulement dans les sous-espaces pendant tout le semestre. Donc, à vous de travailler pour compléter les choses. Si vous avez des questions, à la fin de la séance, vous me le posez. Supposons que vous ne savez pas faire ça, vous venez, vous me dites comment on fait ça, et je vous réponds. D'accord? Donc, il ne faut pas attendre seulement qu'on vous donne les choses corrigées, les choses prêtes. Il faut vous-même les faire. D'accord? Si vous préparez la soupe du Ramadan, vous n'attendez pas que quelqu'un vienne taper sur la porte de votre maison pour vous offrir la soupe. C'est vous-même qui préparez, vous faites un peu d'effort. Voilà, comment on apprend à cuisiner? En faisant des efforts, en répétant les choses. Très bien. Exemple. Les exemples les plus simples dans un espace vectoriel E quelconque, c'est le 0, le singleton 0. Il contient seulement 0. C'est un sous-espace vectoriel de E. Pourquoi? Il est stable, il contient 0. Alpha fois 0, c'est 0, il appartient. 0 plus 0, c'est 0, ça appartient. Et de même, je prends E tout entier comme sous-groupe. Vous savez que l'élément notre E, tout seul, il forme un sous-groupe d'un groupe G. Et le groupe G est lui-même un sous-groupe de G. La même chose ici. Sans des sous-espaces vectoriels de E. Celui-là, c'est le plus petit. C'est le minimum de choses. Ça, c'est le plus grand dans E. Mais il y a peut-être d'autres sous-espaces intermédiaires. D'accord? On verra dans les exemples suivants. Donnons un exemple. F, l'ensemble des x, y, z dans R3 qui vérifie 2x plus 2y moins z. Vous avez sûrement déjà fait ce genre de choses dans l'espace et vous savez que ça, c'est un plan. Mais on va le revoir plus tard lorsqu'on attaquera la notion de dimension. Mais vous avez certainement déjà fait des choses comme ça au lycée. La projection d'un vecteur sur ce plan, etc. Mais je suppose que vous ne savez pas ces choses-là. On va les reprendre doucement. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace R3. Pourquoi? Vous avez le choix. Ou bien on utilise la définition 0 appartient la stabilité de la loi plus la stabilité de la loi externe, ou bien, si vous préférez, utiliser seulement ça, comme vous voulez. Mais je vous conseille de vous entraîner avec les deux méthodes pour apprendre les choses. 0 de R3, c'est 0, 0, 0. Pourquoi il appartient à F? Parce qu'il vérifie cette équation, tout simplement. Car 2 fois 0 plus 0 moins 0, ça donne bien 0. F, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de R3 qui vérifient une certaine équation. Ce n'est pas R3 tout entier. D'accord? Ça, c'est pas R3. Je peux donner un vecteur de R3 qui n'appartient pas ici. Par exemple, 1, 1, 1. Est-ce qu'il se trouve ici? 2 plus 1 moins 1, est-ce que c'est 0? Non. Ça, c'est un plan, comme ça, par exemple, et je peux considérer un vecteur qui n'est pas sur ce plan. D'accord? Très bien. Prenons la stabilité de la somme, soit U et V, deux vecteurs de F, et montrons que leur somme appartient à F. La stabilité de la loi
plus montrons qu'il appartient à f. Pourquoi il va appartenir à f? Il faut vérifier cette équation pour ce vecteur. D'abord, puisque u appartient à f, il vérifie cette équation. De même, v appartient à f, il vérifie aussi cette équation. Maintenant, si je veux voir si u plus v appartient ou non à f, ça c'est le sous-groupe. Est-ce que ça c'est un sous-groupe de R3? C'est comme ça que vous faisiez au premier semestre en algèbre 2. Alors, u plus v, est-ce qu'il appartient à f ou non? C'est facile. Il suffit de faire 2 fois xx' plus y plus y' moins z plus z'. Est-ce que ça va être 0? Alors, faisons le calcul en regardant ces deux choses-là. Ça, c'est facile. C'est quoi? Si vous décomposez cette expression sur la forme 2x plus y moins z plus 2x' plus y' moins z', je sais que ça c'est 0 et ça aussi c'est 0. Donc ça c'est 0. Par conséquent, u plus v appartient à f. Donc f est stable pour l'addition. Il reste la stabilité de la loi externe. Prenons un vecteur de f et on va le multiplier par un scalaire alpha. Est-ce qu'il va rester encore dans f ou non? Soit u, toujours c'est le même u. Maintenant, je prends alpha dans R et je calcule alpha u. C'est le même u que j'ai pris tout à l'heure, qui est dans f. Et je vais voir, est-ce que alpha u, est-ce qu'il se trouve aussi dans f? Pour cela, est-ce que ça vérifie cette équation? C'est-à-dire 2 fois x, 2 fois alpha x, plus y moins z, donc alpha y. Le y ici, c'est alpha y. Le x, c'est alpha x, z, etc. Est-ce que ça, c'est 0? C'est très, très simple. Il suffit de revenir ici et de voir ça. Quel rapport entre ça et ça? C'est alpha en facteur de 2x z. Et comme je sais que ça c'est 0, donc ça va donner 0, d'où alpha u appartient à f. Et ainsi f est un sous-espace vectoriel de R3. Faites la deuxième méthode avec alpha u plus bêta v. D'accord? C'est-à-dire, prenez u et v, prenez alpha, prenez bêta, et faites le tout en même temps. Parce qu'il y a certains étudiants qui trouvent des difficultés avec alpha et bêta. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent écrire. Si vous trouvez des difficultés, vous pouvez vous contenter seulement de cette méthode. Voilà un exemple dans lequel vous pouvez comprendre les idées et généraliser dans d'autres exemples. Les polynômes. On a vu que l'espace, que l'ensemble de tous les polynômes à coefficient, donc K, est un espace vectoriel sur K. Mais cet ensemble, il est très grand, tous les degrés. Mais parfois, on a besoin seulement de limiter les degrés. D'accord? Dans une certaine situation, on ne veut pas que le degré dépasse un certain entier. C'est pour cela qu'on note Kn de x. Je vais m'arrêter au polynôme de degrés. Comment? Terminer la phrase.
Comment? Égal. Égal. Voilà, on va voir que égal, ça ne marche pas. C'est inférieur ou égal. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est l'ensemble des polynômes de la... Comment ils sont, ces polynômes? Comme ça, ils vont jusqu'à n, xn, avec tous les AI. Donc K. Et n est fixé. C'est toujours le même n. C'est pas comme K de x, les n peuvent changer. D'accord? Le an peut être égal à 0. C'est pas nécessairement degré égal à n. D'accord? On peut avoir ça égal à 0, on peut avoir ça égal à 0, ça égal à 0. Donc, on va voir. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel K du X sur K. Pourquoi? Prenons d'abord le polynôme 0. Il est de degré moins l'infini. Donc, il appartient. Ou bien 0 s'écrit 0 plus 0x, etc. jusqu'à. Donc, 0, car le polynôme 0 appartient à f. C'est facile. Quand je prends des polynômes dans Kn de x et je prends deux scalaires, je vais changer la méthode maintenant, alpha, bêta dans K. Je sais que P s'écrit sous la forme A0 plus A1x jusqu'à A1xn avec tous les AI sont dans K. Certains AI peuvent être égaux à 0, comme par exemple le dernier, pas un problème. La même chose, mais avec d'autres scalaires, et ça va s'arrêter aussi au degré n. Si vous faites alpha p plus bêta q, c'est très facile de faire ce calcul. Qu'est-ce qu'elle vous donne après avoir effectué les calculs et rassemblé les termes convenablement? Qu'est-ce que ça va vous donner? Alpha A0 plus bêta B0. Voilà pour le premier terme, la constante. Alpha A1 plus bêta B1 x, etc. jusqu'à alpha n plus bêta n plus bêta bn xn. Donc, il est aussi dans Kn de x. Son degré ne dépasse pas n. Voilà. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Et en particulier, Rn de x est un sous-espace vectoriel de R de x. Cn de x est un sous-espace de C de x. C'est pas la peine qu'on écrive ça. C'est clair. K, c'est R ou C. L'ensemble des polynômes de degré égal à n, est-ce que c'est un sous-espace de K de x? Est-ce que la première condition est valable? 0. Est-ce que 0 est de degré n? Non. Quel est le degré de 0? Votre problème, c'est que vous avez complètement oublié. Vous travaillez seulement pour réussir un module et après, vous formatez votre cerveau. Non. Les choses continuent. D'accord? De la même manière, on ne peut pas revenir aux polynômes. Vous avez déjà fait le chapitre des polynômes. Voilà une question que je crois que je l'ai posée l'an dernier dans un contrôle. Est-ce que l'ensemble des polynômes de degré égal à n est un sous-espace de K de x ou non? Réfléchissez à ça. Très bien. Voilà pour les polynômes. Pour les fonctions, on peut prendre l'espace vectoriel de toutes les fonctions, par exemple de R vers R. La dernière fois, j'ai mis un I, mais I peut être un intervalle, peut être R. D'accord, c'était juste
pour avoir une idée. Ça, c'est un espace vectoriel sur R. Il est très grand, cet ensemble. Toutes les fonctions, continues, non continues, etc. Il y a plein de choses. Mais parfois, comme on analyse, on a besoin de travailler seulement avec les fonctions continues, ou bien avec dérivables, ou bien des classes infinies, etc. C'est un peu, on se restreint un peu les choses. Par exemple, l'ensemble P des fonctions paires, est-ce que c'est un sous-espace ou non de cet espace vectoriel? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la somme de deux fonctions paires est paire? Est-ce qu'elle est paire? Est-ce que le produit d'une fonction paire par une constante est paire? Est un sous-espace vectoriel de f de R, car parce que la fonction nulle θ, elle est paire, la fonction 0, constante 0. θ de moins x, c'est 0. θ de x, c'est aussi 0. Si vous prenez deux fonctions f et g dans P, c'est-à-dire paires, et vous prenez deux nombres réels dans R, est-ce que alpha f plus bêta g est paire? Alpha f plus bêta g est paire parce que, qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? Quel que soit x dans R, l'image de moins x, c'est la même chose que l'image de x. Regardons, est-ce que c'est bien correct? Qu'est-ce que c'est que la définition de alpha f plus bêta g de moins x? C'est alpha f de moins x plus bêta g de moins x. Mais f est paire. F de moins x, c'est f de x. G de moins x, c'est g de x. Et par conséquent, j'obtiens, c'est alpha f plus bêta g de x, quel que soit x. J'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Deux fonctions sont égales lorsqu'elles ont le même ensemble de départ, le même ensemble d'arrivée, et lorsque, quel que soit x dans l'ensemble de départ, il a les mêmes images. C'est ça, l'image de x par la fonction alpha f plus bêta g, c'est la même chose que l'image de moins x par cette fonction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ceci, ces deux fonctions sont égales, identiques. D'où alpha f plus bêta g, elle est paire. C'est une fonction paire, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions paires est un sous-espace vectoriel de E. Faites la même chose pour l'ensemble des fonctions impaires. Ça va marcher aussi. On aura seulement un signe moins ici, un signe moins et un signe moins. Donc, si f et g sont impaires, alors alpha f plus bêta g est aussi une fonction impaire. Les fonctions continues, est-ce que ça forme un sous-espace de cet espace vectoriel-là? Vous le savez. La somme de deux fonctions continues, comment elle est? Continue. Le produit d'une fonction continue par une constante alpha, il est continu. Donc, l'ensemble des fonctions continues est un sous-espace vectoriel de cet espace. L'ensemble des fonctions dérivables, etc. L'ensemble des fonctions qui ne sont pas continues. Est-ce que ça forme un sous-espace vectoriel? Pourquoi? Comment? Donnez-moi un contre-exemple. Pourquoi la somme peut être continue? La première condition, 0, la fonction nulle, est-ce qu'elle est discontinue? Est-ce qu'elle n'est pas continue? Je vois que vous avez un silence de mort.
la fonction nulle est-elle continue ou non? Vous ne savez pas ça. La fonction θ constante. Les fonctions constantes, est-ce qu'elles sont continues? Et la fonction nulle est-elle continue? Donc, est-ce qu'elle n'est pas continue? Non. Donc, l'ensemble des fonctions non continues ne contient pas la fonction nulle. Regardons. Remarque. Je vais généraliser ça. Si f est un sous-espace de E, est-ce que le complémentaire est un sous-espace de E? Pourquoi? Regardez. Où est-ce qu'il se trouve 0? Ici ou bien ici? Voilà. Où est le complémentaire? C'est ça. Est-ce qu'il contient 0? Non. Ce n'est pas un sous-espace. Le complémentaire, ça ne marche pas. Parce que, par exemple, le vecteur 0 ne se trouve pas dans le complémentaire. Mais ce n'est pas seulement parce que ça. Peut-être, si vous prenez deux éléments ici, peut-être leur somme peut se trouver ici, comme vous venez de dire, pour les fonctions discontinues. Donc, par exemple, l'ensemble des fonctions discontinues, je vais appeler ça comme ça, c'est juste une notation temporaire, c'est les fonctions discontinues. De R vers R. C'est le complémentaire de l'ensemble des fonctions continues. Il ne contient pas 0. Ne contient pas la fonction nulle θ, parce que la fonction nulle, elle est continue. Ça, c'est le complémentaire de quoi? Du sous-espace formé par les fonctions continues. Regardez, si je note f, l'ensemble des fonctions continues de R vers R, c'est un sous-espace vectoriel de cet espace-là, parce que on vient de dire la somme de deux fonctions continues et continues, le produit des fonctions continues par un nombre réel continu, vous le savez. Si vous avez oublié, vous l'écrivez. Et cet ensemble des fonctions discontinues, c'est le complémentaire de l'ensemble des fonctions continues, c'est la négation dans f R. Ça, c'est un sous-espace de ça, mais le complémentaire n'est pas un sous-espace d'après ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà pour les exemples. Il y a plein d'exemples, c'est juste quelques petits exemples. Voilà. Pour les matrices, donnons un exemple de matrice. Je rappelle que Mn de P de K, c'est l'espace vectoriel des matrices de type NP, à coefficient dans K. On l'a déjà fait dans ce groupe. Et je vais prendre un sous-ensemble, par exemple, des matrices A, B, moins B, A plus B, 0, 2A. Juste un exemple comme ça, par hasard, dans C. L'ensemble des matrices de type 2 de 3, mais ce n'est pas tout l'espace des matrices de type de 3, parce qu'ils ont une certaine forme. Ce scalaire-là, il faut mettre son double ici. Le B, il faut mettre son opposé là. La somme de ça, il faut le mettre ici. Donc, c'est juste F, c'est un sous-ensemble de l'espace vectoriel
M de 3. Et F se trouve ici. D'accord? Est-ce que F est un sous-espace? On a déjà vu la dernière fois que M de 3, et en général, MNP de K est un espace vectoriel. Prenons cet exemple. Est-ce que F est un sous-espace de M de 3? Allons-y. Est-ce que la matrice nulle se trouve dans F? Il faut regarder vite. Qu'est-ce qu'il suffit de prendre? Petit a égale petit b. Voilà. Si vous prenez la matrice nulle, ça, c'est ça le 0 de M de 3 de C. Elle se trouve dans F, elle a cette forme-là. Il suffit de prendre, c'est le 0 ici. Bon, il suffit de prendre A égale B égale à 0, de les remplacer ici. Donc, cette matrice appartient à F. Très bien. Maintenant, la somme, si vous prenez deux matrices quelconques de F, A, B, 0, voilà une matrice quelconque de F, moins B, A plus B, et là, j'ai écrit 2A, plus une autre de la même forme. Je vais mettre A', B'0, moins B', A' plus B', 2A'. Si vous faites la somme, est-ce qu'elle a encore cette forme-là? On va voir qu'elle a encore cette forme parce que c'est A plus A', B plus B', 0 plus 0 c'est 0, moins B B', A plus B plus A' plus B'. Parfois, si vous êtes dérangé par les écritures, on peut les séparer par des colonnes, juste pour ne pas mélanger les écritures. 2A plus 2A'. Est-ce qu'elle a la même forme que ça? Oui, parce que ça, c'est A seconde, B seconde, 0. Ça, c'est le moins de ça, c'est-à-dire moins B seconde. Ça, c'est la somme, ça plus ça. Et ça, c'est 2 fois ceci. Donc, elle appartient aussi à F. Elle a la même forme. Maintenant, multiplions une matrice de cette forme, c'est-à-dire un élément de F, par un élément de C. J'aurai alpha A B 0 moins B A plus B 2A, C alpha A alpha B 0 moins alpha B, alpha fois A plus B, bon, écrivons-le comme ça, alpha fois 2A. Et ça, c'est la même chose que si je note, par exemple, X, Y, 0, ça c'est moins Y, voilà. Alpha A plus alpha B, c'est X plus Y. Et là, 2X qui appartient à F avec X, c'est quoi? C'était alpha A, Y, c'est alpha B. D'accord? Donc, ça appartient à F. Ou bien, pour simplifier les calculs, parfois, il vaut mieux de noter, puisque cette matrice dépend seulement de deux paramètres A et B. En général, M de 3 de C, c'est l'ensemble des matrices de type 2, 3. Combien il dépend de paramètres, ça? Une matrice ici. Ici. 2 lignes, 3 colonnes. Combien il y a de coefficients? 6. 6. Mais là, même s'il y a 6 coefficients, mais ils dépendent les uns des autres. Il y en a qui se répètent, il y en a qui sont multipliés, d'accord? Donc, je peux écrire, c'est plus simple d'écrire comme ça. On note MAB, la matrice, cette matrice-là, c'est-à-dire A, B, 0, moins B, A plus B, 2A, qui dépend de deux nombres réels. Et qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? La somme de deux matrices de F
est un élément de F, et plus précisément, nous avons montré que M de AB plus M A'B', il suffit de regarder ce qu'on a trouvé ici. C'était quoi A seconde? C'était A plus A'. Et qu'est-ce que c'est que c'était B seconde? C'était B plus B'. La somme, c'était quoi? M. Mais A seconde, c'était quoi? C'est A plus A'. Donc, je préfère encadrer ça et oublier le A seconde. Parce que A seconde, c'est A plus A'. Donc, la somme, elle est très facile. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est que alpha MAB? C'est là. C'est MXY. Mais le X, c'était... Qu'est-ce que c'est que X? Alpha A. Donc, voilà une formule. Donc, alpha fois une matrice de cette forme, elle donne encore une matrice de cette forme. La somme aussi, c'est un sous-espace vectoriel de F. Je vois que vous ne révisez pas les choses comme je vous ai dit. Et la prochaine fois, vous allez revenir ici et vous n'aurez pas révisé ça. Et ça va devenir difficile, comme je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Si vous laissez les choses se rassembler, bien sûr, c'est difficile. Si vous révisez chaque jour, c'est très facile. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ça? C'est des choses évidentes. Effaçons ici. Regardons s'il y a d'autres exemples longs. Je vais laisser ça pour... Bon, donnons un exemple de l'espace vectoriel des matrices carrées. Vous vous rappelez de ça? Matrice carrée d'ordre n, c'est-à-dire à n lignes, n colonnes. À l'intérieur de cet espace vectoriel, combien une matrice ici? Combien elle a de coefficients? Une matrice carrée d'ordre n. N fois n, n au carré, quelconque, A1, etc. Mais là, je vais donner un sous-ensemble, comme ici. Je vais respecter une certaine forme que j'appelle une matrice diagonale. C'est une matrice dont tous les coefficients sont nuls, sauf peut-être ceux qui sont situés sur la diagonale. Je vous ai expliqué la diagonale. C'est une matrice diagonale, elle s'écrit comme ça. A11, A22 ici, la diagonale, et les autres, c'est des zéros. D'accord? Voilà ce que ça veut dire, une matrice diagonale. Ça veut dire les seuls coefficients qui... C'est pas nécessairement non nul. On peut avoir aussi 0, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est à l'extérieur de la diagonale, il faut que ça soit 0. Mais dans la diagonale, ils peuvent être non nuls, certains coefficients peuvent être nuls, ils peuvent tous être nuls. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est une matrice carrée. Lorsqu'on parle de la diagonale, il faut que la matrice soit carrée. D'accord? Il n'y a pas de diagonale ici. Ça, c'est pas une diagonale. Parce que, regardez, c'est pas bien. Donc, est-ce que c'est l'ensemble des n de k, l'ensemble de toutes les matrices diagonales d'ordre n, c'est-à-dire dans Mn de k.
Les autres AIJ sont nuls. Qu'est-ce que ça veut dire matrice diagonale? Ça veut dire AIJ égale à 0, quel que soit quoi? Ce coefficient, c'est quoi? A1, A2, 1, A3, 1. Celui-là? A1, 2, A2, 2. Et là, A1, 1, A2. AII n'est pas nécessairement 0. AII. Où est-ce qu'il se trouve les AII? Le même I égale à J. I égale à J se trouve là. Et les autres, I différents de J. D'accord? On peut écrire, si vous ne voulez pas écrire tout ça. Parfois, dans certains livres, ils ne vous écrivent pas toute la matrice comme ça. Ils vous disent soit A égale A et J, la matrice telle que ça. C'est à vous de voir. Si vous ne savez pas, donnez un exemple avec 2, n égale à 2. D'accord? Alors ça, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel Mn de K. Pourquoi? Rapidement. Qu'est-ce qu'on doit dire? La matrice nulle, est-ce qu'elle est diagonale? Oui. Avec aussi la diagonale 0, ce n'est pas un problème. La matrice nulle de Mn de K qui est formée que par des zéros, bien sûr sa diagonale, bien sûr les autres coefficients sont 0 et la diagonale, ça ne pose pas de problème. Elle est diagonale, ça. Sa diagonale, elle est là, et les autres sont nuls. La somme de deux éléments diagonaux, de deux matrices diagonales, est-elle diagonale? Oui, c'est très facile, regardez. Si vous prenez A11, A11, et tout ça des zéros, parfois dans les matrices, au lieu de mettre 0, 0, 0, on peut mettre un grand 0, d'accord? C'est juste pour simplifier. Si vous avez une autre matrice diagonale comme ça, et vous avez que des zéros là, quand vous faites la somme, qu'est-ce que ça va vous donner? Les éléments diagonaux vont s'ajouter. Et les autres? 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0, on aura aussi. Donc elle est diagonale. C'est très facile. Pour ceux qui trouvent un peu de difficulté avec le cas général, prenez n égale à 2. Qu'est-ce que c'est que n égale à 2? C'est l'espace, dans cet espace-là, vous avez A11, A22, 0, 0. Voilà les matrices comme ça. Si vous faites ça plus une matrice qui a la même forme, elle va être encore de cette forme. Très facile. Donc, la somme de deux éléments diagonaux est diagonale. Donc, F ou bien dl de K est stable pour l'addition. Pour la multiplication, alpha fois une matrice diagonale. Là, vous avez que des zéros. Et là aussi. Qu'est-ce que ça va vous donner? C'est très facile. Alpha 1, 1, alpha n, n. Et là, que des zéros. Alpha fois 0, alpha fois 0, alpha fois 0. Ce triangle est nul. Et ce triangle-ci est nul. Donc, appartient. Parfois, on utilise les matrices diagonales, surtout pour ceux qui vont continuer l'année prochaine en SMA, étant donné une matrice quelconque, car on essaie de la rendre diagonale à l'aide de certaines opérations qui nous facilitent les choses. Même en informatique, vous avez la résolution des systèmes linéaires à l'aide de la méthode de diagonale. Vous avez un système quelconque rempli et on essaie de faire des multiplications, etc. pour le rendre diagonal. Bon, c'est juste une idée pour dire que ça, on ne le donne pas par hasard.
Ça, on l'utilise un jour ou un autre. D'accord? La méthode de Gauss, voilà. Vous allez voir ça en informatique, la méthode de Gauss pour résoudre les systèmes linéaires. On essaie de la rendre diagonale, ou bien on essaie de la rendre triangulaire. À propos de triangulaire, voilà un exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire supérieure? Parfois, si on ne peut pas la rendre diagonale, on peut au moins la rendre triangulaire par certaines opérations. Ça, c'est juste des idées que je vous donne. Mais qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire supérieure? Toujours des matrices carrées. C'est une matrice de la forme triangulaire supérieure. Ça veut dire en dessous de la diagonale, il n'y a que des zéros. En dessous, en bas, vous avez A11, A12, A1N, là 0, A22. Là, ce n'est pas nécessairement diagonal. Des zéros ici. Là, on aura ANN. Et là, des zéros. C'est peut-être mal. Ce triangle-là est rempli de zéros. Voilà ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Ça veut dire qu'il n'y a que la partie supérieure, la diagonale, et au-dessus de la diagonale, il y a des coefficients quelconques qui peuvent être nuls. Mais là, obligatoirement, que des zéros. Ça, c'est une... On peut, au lieu d'écrire tout ça, on peut parfois écrire ça avec AIJ égale à 0. Quand est-ce qu'on a AIJ égale à 0? Pour ces indices. Celui-là, c'est quoi? Ce 0. C'est A de 1, A3, 1, A3, 2. Qu'est-ce que vous pensez? Si I est supérieur à J. Voilà. Je vous ai dit que le chapitre des matrices, normalement, c'est le 3e chapitre, mais comme le temps est très limité, on donne de temps en temps quelques idées sur les matrices. D'accord? Ça, c'est facile. Si vous trouvez ça difficile, donnez un exemple. Exemple, pour n égale à 3. A11, A12, A13, 0, A12, A23, 0, 0, A31. Ça, c'est matrice triangulaire d'ordre 3, triangulaire supérieur. C'est juste un exemple. Revenons au cas général. Donc, il faut que vous vous habituiez à ce genre de choses. Alors, vérifiez chez vous que c'est très facile. La somme de deux matrices de cette forme va être encore de cette forme. Ce triangle va être toujours 0. La matrice nulle, elle est triangulaire supérieure. C'est facile, mais je vous conseille d'écrire ça. Montrez que l'ensemble T, N, parce que matrice carrée d'ordre N, qui sont triangulaires, je vais écrire supérieur comme ça. C'est juste une notation qui ne se trouve peut-être pas dans les livres, chacun note comme il veut. Des matrices triangulaires supérieures est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de toutes les matrices carrées d'ordre N. Faites ça, c'est très facile. De même, une autre question. Ça, c'est matrice triangulaire supérieure. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire inférieure? C'est ce triangle supérieur est nul. Donc, une question. Qu'est-ce que c'est? Écrivez ça. Matrice triangulaire inférieure. C'est quoi? Écrivez la définition. Vous allez voir
A et J égale 0, quel que soit. Voilà, écrivez ça pour apprendre. Et il ne suffit pas seulement de regarder comme un film au cinéma. Non. D'ailleurs, la télévision, c'est mal conseillé. Les spécialistes de l'éducation, ils disent que c'est pas bien de regarder la télévision parce qu'elle vous apprend à être passif, comme ça, fatigué. On reçoit des choses, mais on ne fait rien. D'accord? Sauf bien sûr s'il y a des cours à distance ou quelque chose d'important. Mais en général, si vous faites que recevoir, non. Faut donner. L'ensemble des matrices d'ordre n triangulaire inférieur et aussi un sous-espace de Mn de K. Voilà, prenez un stylo chez vous et écrivez tout ça. Très bien. Quand vous avez une matrice diagonale, A11, A1n, et là, que des zéros, c'est pas la peine de numéroter A11. On peut écrire lambda 1, lambda 2, lambda n. D'accord? Parce qu'on n'a pas besoin de IJ, parce que les autres sont nuls. Voilà pour cet exemple des matrices. Voilà, ajoutez ça. L'intersection, on va voir dans un moment que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, ou bien de n'importe quelle famille de sous-espaces vectoriels d'un espace E, est aussi, comme pour les sous-groupes, est aussi un sous-espace. En particulier dans cet exemple, le sous-espace vectoriel des matrices triangulaires supérieures d'ordre n, bien sûr, je ne change pas le n, inter le sous-espace des matrices triangulaires inférieures, on va voir que l'intersection de ce espace, c'est toujours un sous-espace. Et ici, qu'est-ce que ça va donner, cette intersection? C'est facile. Regardez. Voilà, matrice triangulaire supérieure. Si elle est matrice triangulaire supérieure, elle est aussi matrice triangulaire inférieure. Qu'est-ce que ça va donner? Il va rester seulement la diagonale. Si vous avez une matrice qui est triangulaire supérieure, ça veut dire ce triangle-là est nul. Si elle est à la fois aussi triangulaire inférieure, ça veut dire ce triangle aussi est nul. Qu'est-ce qui reste? Seulement la diagonale, qui peut être nulle ou non nulle, c'est-à-dire, c'est quoi? Dn, c'est le sous-espace des matrices diagonales. Il ne faut pas être découragé par ça. Ça, c'est très facile. D'accord? Ce sont seulement les définitions. Ce qui est peut-être difficile, c'est des choses qui viendront que peut-être on ne va pas arriver. Le rang d'une matrice, le déterminant, il y a plein de choses qui méritent de la concentration. Tandis que là, il n'y a presque rien. D'accord? Parce que vous êtes en SMI. Même, bon, pour les SMA, ils vont utiliser ça, mais même les SMI, une matrice en général, on peut l'utiliser en physique et en économie pour rassembler des informations. Par exemple, pour un pays, on note le nombre de citoyens, les villes, etc. Il y a plein de choses comme ça, des choses concrètes. Ce n'est pas seulement des choses théoriques. En économie, en probabilité, vous aurez les probabilités en SMI. Et vous allez utiliser des matrices stochastiques, c'est-à-dire qui jouent le rôle des probabilités. La somme égale à 1. Tous les coefficients sont nuls, sont positifs et leur somme égale à 1. C'est la probabilité, ça. Les probabilités sont toujours positives et la somme, donc il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas dire ça, non, je ne vais pas apprendre ça.
vous aurez toujours besoin de toutes ces notions. Très bien. Alors, c'est midi moins 5. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps ici parce qu'on va aborder un autre paragraphe sur les bases. Alors, bien sûr, comme on vient de dire tout à l'heure, l'intersection de sous-groupes, de plusieurs sous-groupes d'un groupe est un groupe, de sous-anneaux aussi, de sous-corps, la même chose. L'intersection de plusieurs, quand je dis plusieurs, ou bien 2, ou bien 3, ou bien n, ou bien un nombre infini. Mais pour vous, on va se restreindre à un nombre fini parce que je vois que vous avez des difficultés à manipuler des ensembles infinis, des indices infinis. Une famille de sous-espaces vectoriels dans l'espace E est aussi un sous-espace de E. La preuve, elle est très facile. Comme pour les sous-groupes, prenons une famille finie, F1, F, K, des sous-espaces vectoriels d'un espace E, montrant que l'intersection F1 inter F2 inter FK, qu'on peut noter aussi, vous connaissez cette notation, l'intersection de FI pour I égale à 1, N, on peut utiliser ça. Et ça c'est important, surtout lorsqu'il y a une infinité de sous-espaces, on n'est pas obligé de les compter comme ça, montrant que ça c'est juste une notation, c'est pas ça la question. Montrant que ça, c'est un sous-espace de E. Alors, la première chose, comme pour les sous-groupes, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on doit vérifier? Avant la stabilité, le vecteur 0, il appartient à F1, il appartient à tous les FI, et donc, il appartient à l'intersection. La stabilité de la somme et de la loi externe, je vais la faire en même temps pour aller plus vite. Quel que soit UV dans l'intersection des FI et quel que soit alpha, bêta dans K, alors U et V appartiennent à F1, appartiennent à F2, appartiennent à FK. Alors, U et V appartiennent à F1 et alpha, bêta dans K. Donc, alpha U plus bêta V, c'est un F1. De même, U et V appartiennent à F2, U et V appartiennent à FK. Donc, puisque FK est un sous-espace de E, alors alpha U plus bêta V appartient à FK, d'où ce vecteur alpha U plus bêta V appartient à F1, appartient à F2, appartient à FK. Donc, il appartient à l'intersection de ces sous-espaces vectoriels et par conséquent, F1 inter F2, etc., inter FK est aussi un sous-espace vectoriel de E. C'est à peu près la même chose que pour les sous-groupes. Et comme exemple, voilà un sous-espace, voilà un sous-espace. L'intersection, c'est de N. On a vu que c'est un sous-espace vectoriel de Mn de K. Exemple. Donnons un exemple dans l'espace R2, qui est un espace sur le corps R. Prenons F
l'ensemble des vecteurs de la forme x, x. Prenons G, l'ensemble des vecteurs de la forme x moins x ou bien y moins x. Si vous êtes dérangé par, c'est un autre paramètre. Alors, première question, montrer que f et g sont des sous-espaces vectoriels de R2. C'est très facile. 0, 0 appartient. x plus x' égale x plus x', x plus x'. C'est-à-dire, il faut que ça, c'est la même chose que ça. Ça doit être opposé, tout ça. Qu'est-ce que c'est que f inter g? On peut représenter ça sur le plan R2. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble f sur le plan? L'ensemble de tous les vecteurs de cette forme XX. Où est-ce qu'il se trouve XX? Voilà, X. Il faut avoir la même chose. C'est comme la droite, la première bisectrice. Mais ça, c'est avec les points. La droite y égale à X. Ça s'appelle la première bisectrice. Où est-ce qu'elle se trouve? Comme ça, la même chose. Par exemple, 1, 1, 2, 2, etc. 0, 0. C'est ça. Une petite parenthèse. Ça, c'est quoi? C'est une droite. On appelle ça une droite vectorielle. Pourquoi? Parce que pour les sous-espaces vectoriels, pour les espaces vectoriels, il contient 0. D'accord? Donc, il faut qu'elle passe par 0. Cette droite-là, comme ça, c'est une droite affine avec des points. Ce n'est pas un sous-espace de R2. Pourquoi? Elle ne passe pas par 0. Le vecteur 0 ne se trouve pas ici. Vous comprenez ça? Pour les sous-espaces, ils doivent tous passer par le vecteur 0. Cette droite n'est pas un sous-espace de R2. Bon, laissons ça. Donc ça, c'est F. Où est-ce qu'il se trouve G? 0, 0. 1, moins 1. 2, moins 2. C'est ça. On appelle ça la deuxième bisectrice. Ça, c'est G. C'est quoi F inter G? Ça se voit ici. Où est-ce qu'ils se rencontrent? 0. D'accord? Vous voyez pas ça? Les vecteurs, c'est ça. Hein? On ne parle pas de points, mais vecteur. Voilà un vecteur 1, 1. Ce vecteur-là, c'est quoi? Ça va de là vers là. C'est le vecteur 1, 1. Ça, c'est le vecteur 0, 0, 2, 2, etc. F inter G, ça se voit que c'est 0, 0. Pourquoi? Donc, c'est eh bien, un sous-espace. On a déjà vu que le vecteur 0 d'un espace vectoriel, c'est toujours un sous-espace, c'est le plus petit. C'est bien un sous-espace de R2. Si vous n'avez pas compris ce dessin, montrons-le directement par le calcul. Pourquoi F inter G égale à 0? Montrons que F inter G égale à 0. Soit U un vecteur dans F inter G. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? U appartient à F. Donc, il est de la forme XX. C'est-à-dire, il existe X tel que U, c'est-à-dire un vecteur comme ça. Ou bien ici, si X est négatif. U appartient à G. Qu'est-ce qu'on va dire? Il existe X. Il ne faut pas dire il existe X. Parce qu'on a déjà dit, il existe. Si je dis il existe un étudiant qui comprend bien le cours
Et après, si je dis qu'il existe un autre étudiant qui habite à Tanger, ce n'est pas nécessairement celui-là, c'est un autre. C'est pour cela que, normalement, je peux écrire comme ça l'ensemble de tous les vecteurs qui ont cette forme-là. Mais lorsque je vais faire la démonstration, il ne faut pas prendre le même x. Ça, ce x, il est quelconque, il varie. C'est pour cela, pour ne pas vous perturber, je préfère écrire ça. Mais si vous voyez qu'il y a dans des exercices un x ici, il ne faut pas dire il existe x et il existe x. Ça n'a pas de sens de dire il existe x et après vous dites il existe x. Le même. Si c'est le même, d'accord. Mais là, ce n'est pas nécessairement le même. Alors, ce vecteur, c'est la même chose que ça. C'est le même. Donc, u égale xx et il égale aussi y moins y. Qu'est-ce qu'on obtient? X égale et x. Qu'est-ce que ça donne ce système? Très facile à résoudre. X égale y égale à 0. Donc le vecteur u, c'est xx ou bien y moins y. C'est la même chose. Mais ça passe donc par 0. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des sous-espaces qui doivent passer par le vecteur 0, écrivons une petite remarque. Par exemple, vous connaissez les droites y égale à 2x. Par exemple, comme ça, c'est une droite. Y égale ax plus b. C'est ça. Si vous prenez f, c'est l'ensemble des xy tel que y égale 2x plus 1. Où est-ce qu'il se trouve géométriquement? L'image de 0, c'est 1. L'image de 1, c'est 3. Comme ça. Et l'image de moins 1, quand est-ce qu'il s'annule? 2x plus 1 égale à 0, x égale moins 1 demi. Donc là, ça c'est moins 1 demi, etc. Ça c'est f. Appelons-le g. C'est une droite. Mais elle ne passe pas par le vecteur 0. C'est pas comme ça. Est-ce que c'est un sous-espace de R2? Non. Pourquoi? Le vecteur 0 de R2, qui est égal à 0, est-ce qu'il appartient à G? Non. 0 n'est pas égal à 2 fois 0 plus 1, parce qu'il y a ce problème de 1. C'est pour cela que il ne passe pas par 0. Donc G n'est pas un sous-espace R2. Qu'est-ce que c'est? On verra lorsqu'on arrivera à la dimension. Les sous-espaces de R2 seront ou bien le singleton 0, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien E tout entier, c'est-à-dire R2 tout entier, ou bien les droites. On verra ça, même si vous ne comprenez pas pourquoi, mais lorsqu'on va définir la dimension, c'est comme le cardinal, on va, dans ce cas, limiter les choses. La dimension de R2 sera 2, et par conséquent, on verra que la dimension d'un sous-espace est plus petit, inférieur ou égal, ou bien c'est 0, ou bien... D'accord? C'est des choses faciles. Mais pour le moment, rappelez-vous, et même dans l'espace, cet espace-là, il y a des plans. Mais les plans qui ne passent pas par le vecteur 0 ne sont pas des sous-espaces vectoriels, comme dans cet exemple-là. Il faut qu'elles passent par 0. C'est ça la différence entre espace vectoriel et espace affine. Affine, c'est concernant des points. La réunion de sous-espaces vectoriels est-il un sous-espace vectoriel? Vous avez déjà fait ça pour les groupes, les sous-groupes. Vous n'avez pas fait ça pour les sous-groupes? Vous l'avez fait? La réunion de deux sous-groupes d'un groupe est-il un sous-groupe? Vous ne l'avez pas fait. La même chose ici. La réunion
de sous-groupe ou sous-espace d'un espace E n'est pas en général, n'est pas toujours, mais on peut avoir dans certains cas particuliers, si les deux sous-espaces sont égaux, quelle est leur intersection, quelle est leur réunion? C'est lui-même, c'est un sous-espace. Mais en général, c'est pas un, quand je dis n'est pas toujours. Comment démontrer ça? Il faut donner un contre-exemple, parce que j'ai dit n'est pas toujours. Donner un contre-exemple. Celui-là, quelle est la réunion de ces deux sous-espaces? On va l'expliquer sur le graphe. Voilà la somme. Voilà un vecteur 1, 1. Où est-ce qu'il se trouve? Dans F. Donc, il est aussi dans F union G. Celui-là, c'est quoi? Moins 1, 1. 1 moins 1, c'est la même chose. Même celui-là, ça va marcher. Il est dans G. Donc, il est aussi dans F union G. Mais la somme de ces deux vecteurs, où est-ce qu'elle va se trouver? Ici. Est-ce qu'elle se trouve dans F? Non. Non plus dans G. Donc, ça dépasse. La réunion, c'est pas bien pour les sous-espaces et même pour les sous-groupes. Regardez. Le vecteur U égale 1, 1. Il est dans F. Je reviens à cet exemple. Donc, il est dans la réunion. Le vecteur V, moins 1, 1, il est dans G. Donc, il est dans la somme. Mais la somme, dans la réunion, pardon. Mais la somme de ces deux vecteurs, c'est quoi? 0, 2. Où est-ce qu'il se trouve 0, 2? C'est celui-là. Voilà. Il faut représenter le parallélogramme. Est-ce qu'il est dans F? Pourquoi il n'est pas dans F? Parce qu'il n'est pas de la forme XX, c'est-à-dire 0 différent de 2. Car 0 différent de 2. Et U plus V, est-ce qu'il est dans G? Non, parce que, qu'est-ce qu'il faut pour être dans G? Il faut avoir un nombre ici, ils sont opposés, ce qui n'est pas le cas. 0, c'est pas la même chose que moins 2. Donc, U plus V n'appartient ni à F ni à G. Et donc, il n'appartient pas à leur réunion, d'où F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de R2. Ça se voit avec des calculs, ça se voit aussi géométriquement. Et ça, pourquoi ce problème? Il vient du problème de sous-groupe. La réunion de deux sous-groupes d'un groupe n'est pas toujours un sous-groupe. Il suffit de prendre voilà un sous-groupe. Un sous-espace, c'est lui-même un sous-groupe. Voilà un sous-groupe, voilà un sous-groupe. Et vous voyez bien que la réunion de deux sous-groupes n'est pas toujours un sous-groupe. Et vous pouvez faire l'exercice suivant pour les sous-groupes ou bien pour les sous-espaces. Exercice. Ça se trouve dans tous les livres, dans tous les sites internet. Soit F. Maintenant, je suis dans le cas général, je ne suis plus dans l'exemple. Soit F et G, deux sous-espaces d'un espace vectoriel E, montrent que pour la seule possibilité pour que la réunion soit un sous-espace, c'est très très particulier. Il faut que ou bien F inclus dans G, ou bien G inclus dans F. C'est tout. À part ça, on n'a pas le... Alors, si on a F inclus dans G, c'est quoi F union G? Si vous faites la démonstration dans ce sens. C'est G. Et G est bien un sous-espace. La même chose ici. De cette condition vers cette implication, c'est facile. Mais de là à là, il faut réfléchir un peu et aidez-vous avec des livres
Tapez ça sur Google, vous allez trouver plein de choses. La réunion de ce espace, vous allez voir une démonstration, mais je préfère que vous commenciez vous-même à essayer, même si vous n'arrivez pas à trouver. Il ne faut pas prendre la solution comme ça sans avoir réfléchi. C'est pas bien ça. D'accord? Il faut voir où est-ce qu'il est la difficulté dans un exercice. Et dans ce cas, si vous ne savez pas, même question aussi pour les sous-groupes. Et vous allez voir que c'est la même réponse, le même raisonnement. La réunion de deux sous-groupes d'un groupe est un sous-groupe si et seulement si l'un des sous-groupes contient l'autre. C'est une situation très très particulière. Voilà pour les sous-espaces vectoriels. Regardons combien il reste du temps. Le temps passe très vite. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Terminons par un petit exemple à propos de l'espace vectoriel. C sur le corps C. On a déjà vu ça. Est-ce que R est un sous-espace de cet espace-là? C'est-à-dire, la somme de deux nombres réels, est-ce que c'est un nombre réel? Oui. Le produit d'un scalaire, c'est-à-dire un complexe, par un vecteur ici, est-ce qu'il reste dans R? Non. D'accord? Si vous prenez alpha, par exemple, I appartient au corps K. Vous le multipliez par n'importe quoi, 2 dans R, ça n'appartient pas à R. Donc la réponse, non. D'accord? Le problème vient de la loi interne ou bien de la loi externe? Externe. La loi interne ne pose pas de problème. IR, c'est-à-dire l'ensemble des nombres complexes, comment on appelle ça? Imaginaire. Comment? Imaginaire pur. Est-ce que c'est un sous-espace de C lorsqu'on prend K égale à C? La somme, c'est facile. IA plus IB, c'est I fois A plus B, c'est pas un problème. Mais si vous multipliez un élément ici par un élément de C, est-ce qu'il va rester là? Non. Pourquoi? Prenons I comme élément du corps des scalaires. Multiplions-le. Je préfère là mettre un point. Mais le point, ça veut dire la multiplication. On a déjà expliqué pour R ou C. Si vous multipliez par 2i, qui est un élément de IR, qu'est-ce que ça donne? Moins 2 n'est pas un nombre complexe imaginaire pur. Donc là aussi, non. Voilà, la dernière fois, je vous ai dit que C peut être regardé comme espace vectoriel sur lui-même et il peut être regardé aussi comme espace vectoriel sur R. Deuxièmement, l'espace vectoriel E égale à C, mais je vais changer le corps, je vais prendre R. Je vais poser les mêmes questions. Est-ce que R est un sous-espace de cet espace-là? La somme ne pose pas de problème. Le produit d'un scalaire par un vecteur, est-ce qu'il va rester là? Ça a changé ici. Voilà. Le produit d'un scalaire lambda, qui est donc R fois U, qui se trouve ici dans E, dans F, il est aussi dans R. Donc, oui. Regarde, vous voyez, tout à l'heure, R n'était pas un sous-espace de C sur C. Mais si je change de corps, à la place de C, je mets R,
il devient un R est bien un sous-espace de C sur R. La même question aussi. IR, l'ensemble des nombres complexes imaginaires purs, est-il un sous-espace vectoriel de cet espace? Quand je dis sous-espace, de cet espace-là. Bon, oui ou non? Multiplions un élément ici par un élément là. Est-ce qu'il va rester ici? C'est facile. Alpha dans K égale à R multiplié par un élément ici, I, B, avec B, c'est quoi ça? C'est I, alpha B, et le alpha B, il est dans R, donc c'est dans R, oui. Bien sûr, là, quand je vous donne des choses un peu rapidement, vous êtes un peu perdu. Mais chez vous, vous reprenez les choses et vous révisez, vous allez voir que c'est très facile. Alors, dans le reste de cette séance, on va passer à un nouveau paragraphe qui s'appelle, alors numéro 3, famille génératrice, famille libre et base. D'un espace vectoriel. D'accord? Famille génératrice d'un espace vectoriel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que base, etc. Voilà. Tous les vecteurs. Voilà. C'est ça. Vous êtes nouveau. Vous n'êtes pas doublon. D'accord, voilà, il a compris ce qu'on va faire. L'idée est la suivante. Voilà l'idée qu'on va faire. Je vais l'écrire ici. C'est juste c'est pas la peine d'écrire. Quand il a dit dans R2, vous avez l'habitude de travailler avec ces deux vecteurs. C'est quoi I dans un repère comme ça? Quelles sont ses coordonnées? 1, 0. Ce vecteur-là. Et J, c'est... Ici, c'est orthonormé, ça veut dire perpendiculaire. Mais en général, pour les espaces vectoriels, on peut avoir I comme ça et J comme ça, c'est pas un problème. Mais bien sûr, la meilleure des choses, c'est perpendiculaire parce que la distance entre deux, par exemple, la distance de ce point à ce mur-là, la plus petite, c'est celle qui est perpendiculaire. Mais pour le moment, là, espace vectoriel quelconque, l'année prochaine pour les SMA, ils vont faire ça, les espaces vectoriels orthonormés, ça s'appelle espace euclidien. Et même en mécanique quantique, on utilise ça. Donc, revenons à ça. Il a dit la chose suivante, quel que soit un vecteur, U, on peut le décomposer comme X fois I plus, en faisant cette projection, c'est-à-dire U, XY, c'est XI, YJ. Pourquoi? Parce que X fois 1, 0, c'est quoi? X fois 1, 0. C'est X0. Y fois 0, 1. C'est 0Y. Faites la somme, ça donne XY. Regardez. Ça, c'est juste un brouillon. Alors, regardez, parce que c'est X fois 1, 0, plus Y fois 0, 1, c'est X0 plus 0Y. Qu'est-ce que ça donne? Donc, quelle est la conclusion de cette idée? Tout vecteur du plan peut s'écrire comme de la façon suivante, un nombre réel fois I plus un nombre réel fois J. Et ça s'appelle les coordonnées X et Y. Les coordonnées de ce vecteur dans ce repère. On ne va pas dire repère, les repères c'est pour les points. On va dire base. Mais c'est à peu près la même chose. Donc si vous avez compris cette idée,
voilà ce qu'on va faire la séance prochaine. Il y aura beaucoup de choses à faire parce qu'il ne s'agit pas seulement de R2, il s'agit des fonctions, des polynômes, d'accord? On ne peut pas toujours dessiner des choses comme ça. Il reste 5 minutes. Commençons. Ne fermez pas votre sac. Alors, famille génératrice. On va commencer par ça. Très bien. Définition. Dans le cas général, si vous avez un espace vectoriel E quelconque et vous avez des vecteurs quelconques, n vecteurs par exemple, je vais considérer l'ensemble que je vais noter vect de U1, UN égale, par définition, l'ensemble de tous les vecteurs qui ont la forme suivante. Alpha 1, U1, plus alpha 2, UN, alpha 1, UN, tels que les alpha I appartiennent à K. Regardez comment il est défini. U1, U2, UN sont fixés, les vecteurs. Qu'est-ce qui change ici? Les scalaires vont changer. C'est comme ici. On va changer les X et les Y. Regardez bien, c'est les alpha I qui changent. Ce n'est pas les UI. Cet ensemble est un sous-espace. Ça, en fait, c'est une définition et une proposition. C'est un sous-espace vectoriel de E. L'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent sous cette forme, appelé le sous-espace vectoriel de E, engendré par la famille VU1, UN. Qu'est-ce que ça veut dire? Un élément V. Pour qu'un vecteur V appartienne à E, soit V un élément de E, quand est-ce qu'il appartiendra à ce sous-espace engendré par UN? Qu'est-ce que ça veut dire? Il existe des scalaires alpha 1 dans K, tels que V égale alpha 1 U1 plus alpha 1 UN. On dit que V est combinaison linéaire, comme dans le dessin que j'ai effacé, un scalaire multiplié par I plus un scalaire multiplié par J. C'est ça, ça s'appelle une combinaison linéaire de IJ. Et là, dans le cas général, combinaison linéaire des vecteurs U1 lorsque un vecteur V s'écrit sous cette forme, on dit qu'il est combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN. Et par conséquent, dernière phrase, on va démontrer ça la prochaine fois, mais je préfère que certains d'entre vous démontrent ça. C'est un sous-espace, c'est très facile. Alors, juste une dernière phrase avant de s'arrêter. Donc, vect, on va donner beaucoup d'exemples la semaine prochaine, vous allez comprendre ça. Terminons par cette phrase. Vect de U1, UN, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1
jusqu'à UN. Et c'est un espace vectoriel de E. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et à la prochaine fois.